Alors, même si là, on est en train de corriger un ancien examen, je vous demanderai de faire l'effort de nous donner les réponses. Donc, ça ne sera pas à moi de donner comme ça les réponses sans réflexion ni rien. Donc, à chaque fois, je poserai la question, on lira l'exercice ensemble, et c'est à vous de me proposer des solutions qu'on va euh, corriger et discuter ensemble. Donc, exercice 1, c'est une épreuve sur 90 minutes, à savoir que les résultats doivent être encadrés. Et je le dis également, il y a une note sur la présence des unités de mesure. Donc juste pour dire que de temps en temps, certains en sortant de l'examen ont l'impression d'avoir tout fait, d'avoir un 20, mais ils ont oublié les unités par-ci par-là. Ils se sont trompés sur le calcul numérique où ils n'ont pas mis la formule mathématique avant. Donc tout ça, c'est noté. Le fait de demander la formule mathématique n'est pas une chose contraignante, au contraire, c'est une chose qu'on met en place pour vous aider. C'est-à-dire que si vous vous trompez sur l'application numérique, il y aura toujours la formule, si elle est juste, pour plaider en votre faveur. D'accord? Donc il faudra mettre tout ça en place pour avoir une note complète. Un système asservi à retour unitaire du second ordre dans la fonction transfert G2P est donné par l'expression suivante. Donc retour unitaire, le comparateur avec le retour moins, l'entrée E2P, la sortie S2P. Donc là, c'est un système du second ordre. Il n'est pas écrit sous la forme classique, un second ordre classique, avec le P carré plus le 2xi sur oméga n fois P plus 1 à la fin. Mais c'est toujours un second ordre. Donc ça, c'est un cas particulier qu'on a vu en cours et que vous avez vu également en TP. On va le voir, on va voir sa particularité dans le tracé de Bode. Puisque là, il s'agit de la combinaison de deux premiers ordres. Comme si j'avais un produit de deux fonctions premier ordre. La première, par exemple, c'est 1 sur 1 plus taux 1p, fois la seconde, c'est k0 sur 1 plus taux 2p. Alors, le k0 que vous le mettez sur la première ou la seconde, c'est pareil. D'accord? Un relevé expérimental du système en boucle ouverte a donné le diagramme de Bode. Le tracé de Bode se trace toujours en boucle ouverte. Donc il est fourni en annexe. Déterminer grâce au diagramme de Bode les trois paramètres qui sont là, K0, taux 1, taux 2. A priori, selon l'écriture qu'on a, taux 1, taux 2, ce sont des... Comment on les appelle? Des constantes de temps. Des constantes de temps. Et qui sont directement liées aux pulsations de coupure. Alors, vous avez l'habitude qu'on parle de fréquence de coupure. Dans Bode, on trace souvent en fonction de la pulsation, donc on parlera de pulsation de coupure. La différence entre les deux, c'est que la pulsation, c'est 2πf. Déterminer grâce au diagramme de Bode les constantes. Donc c'est une lecture graphique. On va commencer par ça. Donc l'annexe est là. Alors je vois que je démarre, c'est un tracé en dB, hein, en fonction de la pulsation qui est en radians par seconde, sur une échelle semi-logarithmique. Donc je vois que je démarre de 0 dB. Ici, bon là je constate qu'il y a deux tracés. C'est quoi le tracé en noir et le tracé en bleu? C'est les limites asymptotiques. Le tracé noir, c'est le tracé asymptotique. Le bleu, c'est le tracé réel. D'accord? Alors sur les phases, on n'a pas mis le tracé asymptotique, on a donné directement le réel. Donc je constate que c'est constant et nul au début, jusqu'à une certaine pulsation, et là j'ai une chute.
Est-ce que vous êtes intéressé à regarder la pente de cette chute? C'est moins 20 dB par décade. Moins 20 dB par décade, tout à fait. Regardez, entre ce point de départ et ce point d'arrivée, j'ai pris une décade, d'accord? Et la différence, c'est 20 dB. En l'occurrence, c'est moins 20 dB par décade. Donc ça veut dire que jusque-là, j'ai un premier ordre. Donc je suis en train de tracer, et en fait, j'ai un des deux premiers ordres qui se présente en premier et qui va provoquer une chute de moins 20 dB par décade. Donc c'est soit celui-là, soit l'autre. Peu importe. Parce que pour l'instant, taux 1 et taux 2 ne sont pas identifiés. D'accord? Donc ça, c'est la caractéristique de ce second ordre qui est composé de deux premiers ordres. Donc on aura une première cassure et une pente de moins 20 dB par décade, suivie d'une seconde, pour que le total, à la fin, me donne une pente, celle d'un second degré. Ensuite, à partir de là, de cette pulsation, je vois que la pente a changé. Elle est devenue de moins 40 dB par décade. Donc là, la deuxième le deuxième premier ordre commence à agir. Il a rajouté ces moins 20 dB par décade. Et on sait que si on a un produit de fonction transfert, eh bien graphiquement, les tracés de Bode phase s'additionnent. Donc je vais additionner celui-là qui descend à moins 20 dB et qui continue. Et puis un autre, le deuxième, normalement, il démarre de 0. Jusqu'à cette pulsation-là, il descend de moins 20 dB par décade, puisqu'il s'agit aussi d'un premier ordre. Donc si je fais la somme graphiquement des deux fonctions, la deuxième, elle est nulle jusque-là. Donc en additionnant avec un 0, il n'y a rien, jusqu'ici, pardon. En additionnant avec un 0, il n'y a rien qui s'ajoute, c'est que la première. Et puis à partir de là, je vais rajouter les moins 20 dB et je vais avoir cette chute qui correspond à moins 40 dB par décade. Donc la première lecture des trois paramètres est relativement simple. K0 correspond à la constante du numérateur et qui se traduit comment sur le tracé du module? C'est la valeur du gain quand oméga tend vers 0. Oui, tout à fait. C'est le gain que vous avez au début. D'accord? Sauf que là, attention, c'est une lecture en dB. Donc en réalité, au début, on va venir lire 20 log de K0. 20 log de K0 est nul. Ça vous permet d'identifier tout de suite la valeur de K0. Quelle est la valeur dont le 20 log me donne 0? 1. Très bien. Donc K0 vaut 1. D'accord? Si j'avais démarré d'une autre valeur, il suffit d'écrire 20 log de K égale à la valeur initiale. Et là, vous allez identifier la constante K ou K0. Ensuite, comment déterminer les deux constantes de temps, taux 1 et taux 2, à partir d'un Bode? On connaît les expressions des trucs de coupure. Les pulsations de coupure. Quel Oui, est c'est le ça. lien entre la pulsation de coupure et la constante de temps? La pulsation de coupure est égale à 1 sur taux. Tout à fait. Donc là, une lecture graphique me donne tout de suite les deux pulsations de coupure, 10 radians par seconde. La seconde, elle est à 100 radians par seconde. Il suffit de prendre l'inverse et vous avez les constantes de temps. Donc prenez note et regardez en même temps le barème. K0 vaut 1. Pourquoi? Parce que 20 log de K0 vaut 0 dB. D'accord? Donc là, je n'ai pas détaillé, mais je vous le dis oralement. Donc la notation pour le K0, c'est 1 point. Ensuite, les deux pulsations. Voilà, là, c'est une petite erreur.
2. Donc les deux pulsations c'est 10 et 100. Si vous faites l'inverse, vous allez obtenir les deux pulsations de coupure. Donc une à 0, 1 et l'autre à 0, 0. Alors là, on mettra également seconde. C'est des constantes de temps. Vous avez un point pour chaque constante de temps. Et là, je précise qu'il s'agit d'une lecture graphique. Ce n'est pas une formule. Oui, pour passer de oméga à tau, mais oméga est obtenu par lecture graphique. Est-ce que c'est bon pour la première question? Oui. Donc, en même temps, vous regardez votre copie et vous mettez la note correspondante. Vous ferez la somme à la fin. Vous m'arrêtez, hein, ne me laissez pas aller plus loin pour revenir au début. Deuxième question, déterminée grâce au diagramme de Bode, toujours par lecture, la valeur de la marge de phase. Alors, la marge de phase, on la détermine comment et à quel endroit? On sait que la marge de phase, c'est 180 degrés plus l'argument du gain. Oui. Donc, attends, je regarde simplement la question déterminée. Pardon, c'est pas la marge de phase. Je redis. Déterminée grâce au diagramme de Bode. Si, c'est la marge de phase. La valeur de la marge de phase. Donc, la marge de phase, comme vous l'avez dit, marge de phase, c'est pi plus la phase du système. À quelle pulsation? La phase du système évaluée à quelle pulsation? La pulsation de coupure. Alors laquelle? Là, on en a deux. Je dirais la première. C'est effectivement la première. D'accord? La pulsation de coupure, elle est définie comme étant la dernière pulsation pour laquelle le rapport du module sortie sur entrée vaut 1. Au-delà de cette pulsation, le rapport il est inférieur à 1. Donc si je redis la même chose en dB, la pulsation de coupure, c'est la dernière pulsation pour laquelle on a un gain en dB nul, puisque 20 log de 1, c'est 0. Au-delà, le gain en dB est négatif. Donc il s'agit de la première pulsation. Tout ce qu'il y avait avant, c'est ce qu'on appelle la bande passante. Donc là, le signal en entrée va se présenter en sortie sans atténuation, sans distorsion. Puisque le rapport sortie sur entrée, il vaut 1. Donc il n'y a pas de modification de l'amplitude du signal de sortie. Au-delà, le signal de sortie est atténué par rapport au signal d'entrée. Donc il s'agit bien de la dernière pulsation qui nous donne soit un module égal à 1, soit en dB, un gain en dB qui vaut 0. Donc là, je vais venir lire la phase du système. Elle vaut combien la phase? À peu près moins 40. Soit vous faites la formule, vous dites c'est pi plus la phase du système, autrement dit pi plus moins 45. Soit vous appliquez directement la définition qu'on a donnée en cours. La marge de phase, c'est la distance entre le moins pi vers ce point, à la pulsation de coupure. Donc si je mesure toute cette distance, j'ai 45, 90, à peu près 135. 45 fois 3. Donc à la deuxième question,
la marge de phase vaut environ 135 degrés. Je peux l'exprimer aussi en pi, c'est 3 pi sur 4. Qui a trouvé cette réponse? Dites-moi juste oui. 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 Parfait. Donc vous avez également 2 points pour la lecture graphique de la marge de phase. Après, si vous avez fait un zoom, si vous êtes précis, si vous êtes, vous me dites voilà, c'est 133 ou autre, j'accepte, hein, c'est une lecture graphique, donc forcément il y a une petite erreur. Alors moi j'ai pris 135, pourquoi? Parce que ça nous donne une valeur précise en pi, 3 pi sur 4. Mais si vous êtes pointilleux, si vous avez fait des zooms et autres, j'accepte, hein. C'est bon pour la deuxième question? On passe à la troisième question. On souhaite obtenir une marge de phase de 45 degrés. Celle qu'on a avec le système tout seul est de 135. Alors, qui peut me dire quelle est l'influence de cette marge de phase? Si elle est élevée ou faible, eh bien, ça va influencer sur quoi? Ou influer sur quoi? Est-ce qu'on a intérêt à avoir une marge de phase élevée, faible? Quelle est l'incidence? Ça va jouer sur la stabilité du système et le temps de réponse. Exact. Elle va jouer sur la stabilité et sur le temps de réponse. Alors, une marge de phase élevée, comme celle qu'on a actuellement, 135, c'est une marge de phase élevée. Est-ce que ça correspond à un système rapide, très stable ou un peu moins stable? Très stable, mais lent. Tout à fait. Comment on peut le voir? La limite de la stabilité, c'est d'avoir une marge de phase nulle. Si à la pulsation de coupure, votre phase passe par le moins pi, vous êtes à la limite de la stabilité. Si à la marge de phase, votre phase passe en dessous du moins pi, donc une marge de phase négative, vous êtes instable. Donc la limite, elle est là. On voit bien que plus on se rapproche, plus on a une marge de phase faible, on se rapproche de l'instabilité. Plus la marge de phase est élevée, et plus le système est très stable. Et comme on a vu dans le cours, un système très stable se paye en termes de lenteur. Ce système est très stable, mais il est très lent. C'est pour ça qu'on va se proposer maintenant de rajouter un correcteur qui va réduire la marge de phase à 45 degrés. 45 degrés, on l'a vu, c'est dans pas mal de cas pratiques un bon compromis entre rapidité et stabilité. D'accord? Ça a été déterminé de manière empirique par des tests pour pas mal de systèmes. La marge de phase de 4 degrés est un bon compromis entre rapidité et stabilité. Après, on peut être un peu au-dessus, un peu en dessous. Ça dépendra des systèmes. Donc, on va voir comment obtenir cette phase. Pour cela, on place dans la chaîne directe, c'est-à-dire là, un correcteur proportionnel de gain K, déterminer graphiquement la pulsation oméga C0 pour laquelle la marge de phase vaudrait 45 degrés. Alors, question que je vous pose et qui ne fait pas partie de l'examen, est-ce que le correcteur, on le met en amont ou en aval? Amont ici ou aval du système? Avant ou après? Avant? Eh bien, il faut mettre avant.
pour que le correcteur puisse agir sur le système. Le correcteur, il est entre le comparateur et notre système pour qu'il puisse observer l'erreur et en fonction de cette erreur, agir sur le système en accélérant, en réduisant ou autre. Donc marge de phase à 45. On souhaite avoir une marge de phase de 45. Quelle est la pulsation de coupure qui nous donnerait une marge de phase de 45? Lecture graphique là aussi. Environ 100 radians seconde. Environ 100 radians seconde. On voit bien ici. Marge de phase 45 degrés, environ 100 radians par seconde. Donc ça, c'est la réponse à la question 3. Déterminer graphiquement la pulsation pour laquelle on aurait une marge de phase de 45 degrés. Donc, lecture graphique, marge de phase à 45 degrés, il nous faut une pulsation de coupure en boucle ouverte d'environ 100 radians par seconde. Là aussi, vous avez 2 points. Dites-moi si vous avez répondu correctement ici. Dites-moi juste oui. 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 Très bien. Maintenant, on nous demande de déterminer la valeur du correcteur K pour justement obtenir cette marge de phase de 45 degrés. Alors, que va faire ce correcteur K pour que la marge de phase soit égale à 45? Pour l'instant, elle vaut 135. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment allons-nous obtenir une marge de phase de 45 degrés? Qu'est-ce qui va se passer sur le tracé des gains? Vous ne le savez pas? Dites-moi, on ne sait pas, comme ça je pourrais répondre. C'est pas. Très bien. Parce qu'autrement, je dirais que vous étiez en train de réfléchir. Alors, le gain K, il serait là. Donc, j'aurais un bloc à l'intérieur le gain K, plus, enfin, en série avec la fonction de transfert de mon système. Quand j'ai des blocs en série, la fonction de transfert globale, c'est le produit. On est d'accord là-dessus ou pas? Oui. Très bien. Donc, je n'aurai pas la fonction de transfert boucle ouverte. Ça ne sera pas celle-là uniquement. Ça sera celle-là multipliée par le gain K. J'aurai le gain K au numérateur ici. Donc, le rôle de ce gain K est de me donner une pulsation de coupure ici. Pour l'avoir, je vais revenir à la définition de la pulsation de coupure. On dira que la pulsation de coupure est là, sous quelles conditions? Sous quelles conditions sur le tracé des gains? Le gain il sera de 0 dB à cette pulsation du coup. Tout à fait. En réalité, quand vous avez, on l'a dit sur K0, hein, mais là, ça va s'appliquer sur le gain K. Quand vous avez un gain K, le gain K aura pour incidence de faire un offset du tracé des gains. Il va agir que sur les gains, il ne va pas agir sur les phases, puisque le gain K n'a pas de partie imaginaire, donc il n'agit pas sur les phases. Il agit que sur le tracé des gains. Il va faire un offset vers le haut, de manière à ce que cette courbe, si je la retrace ici, tac, tac et tac, elle passe pile poil en 0 dB à cette pulsation. Donc je vais calculer
quel est l'offset qui va me donner, qui va faire en sorte que le tracé des gains va passer comme ça, translation vers le haut et passage par le 0 dB à la pulsation que je souhaite. Donc là, on va aller utiliser l'expression du module, puisque le module de la FTBO à cette nouvelle pulsation vaudra 1. Si je parle des gains en dB, il vaudra 0. Si je parle du module, le module vaudra 1. Quel est le module de la FTBO ici? Je rappelle que vous avez en plus. Qui peut me donner l'expression du module avec le gain K? Ça, on l'a fait à plusieurs reprises. Quand vous avez une fonction transfert, on sait calculer le module. C'est K0 divisé par racine carrée de 1 plus taux 1 oméga carré. Après, on ferme la racine carrée et on fait multiplier par une autre racine carrée. À l'intérieur, il y a 1 plus taux 2 oméga carré. Tout à fait. Sauf que vous avez oublié le cas, le cas du correcteur. Puisque là, on a aussi un gain K. Donc, c'est K0 fois K au numérateur, divisé par, quel est le module de ça? Racine carrée 1 plus taux 1 oméga carré, fois racine carrée 1 plus taux 2 oméga carré. Si je suis à la pulsation de coupure, donc oméga, si je la remplace par oméga C0, ce module vaudra 1. C'est la définition même de la pulsation de coupure. Donc, la correction est la suivante. La FTBO, c'est celle-là. K fois K0 sur 1 plus taux 1P fois 1 plus taux 2P. Là, c'est le module. Donc là, j'ai écrit le module. J'ai remplacé K0 par 1. J'ai remplacé taux 1 taux 2 par 0,1001. J'ai donné l'expression du module et j'ai remplacé oméga par oméga C0, qui est celle-là. Il faut qu'à cette pulsation, le module vaut 1. Du coup, je vais avoir une équation à une inconnue, c'est K. Je détermine la valeur de K. 14, 21. Alors, dites-moi oui pour ceux qui ont trouvé la valeur de K. Oui. 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 On n'est pas nombreux, hein. Oui. Donc, K, la notation pour K, c'est 2 points. L'exercice 1 est sur 9 points. Faites déjà un décompte pour l'exercice 1. Regardez combien vous avez. On passera après à l'exercice 2 et vous me donnerez le total à la fin. C'est bon? Moi, j'ai juste une question. Oui. Dans les tracés de Bode, l'échelle, c'est pas une échelle logarithmique. Si. Et du coup, Elle est semi-logarithmique. parce que là, Que du coup, sur, ouais, que sur les abscisses. d'accord, parce qu'on avait approximé du coup oméga C0 à 100 radians par seconde. Oui. Et, en faisant l'échelle logarithmique, moi, je vais plutôt trouver 160. Ici? Oui, Oui, j'aurais accepté. C'est ce que je vous avais dit. d'accord. Si vous avez zoomé et autres, bah, vous allez avoir un chouïa plus ou un chouïa moins. J'aurais accepté. Alors, le souci, c'est qu'après, dans la valeur de K, moi, j'ai 31, j'ai plus 14.
qu'il y a quand même une grosse différence. J'aurais accepté, puisque là, il s'agit d'une lecture D'accord. graphique. Après, si on zoome au maximum, bah, le passage, il est plutôt ici un peu... Donc là, on a 100. Ici, on a 200. La moitié, on est à 150. On est un peu moins que 160. Hein. La moitié, elle est là. Là, on est à 150. On doit être à 130 ou quelque chose comme ça. 120 ou 130. 120, 130, j'aurais accepté. Est-ce que vous avez d'autres questions? L'exercice 1, c'est bon? Oui. Parfait. Sachant qu'il ressemble aussi à ce que vous avez fait en TP. On passe à l'exercice 2. Soit un système défini par sa fonction transfert en boucle ouverte G de P suivante. 1 sur P fois 5 plus P le tout carré. On souhaite asservir ce système par un contrôleur PID. Les paramètres du PID sont déterminés par la méthode de Ziegler-Nichols. En boucle fermée. Alors, juste pour rappel, Ziegler-Nichols, il y a deux méthodes. La boucle ouverte, ce n'est pas celle-là qui est demandée. On nous demande d'appliquer la méthode en boucle fermée. En boucle fermée, vous n'avez que le correcteur proportionnel. On applique dans un premier temps que le proportionnel. On applique en entrée un échelon. Le proportionnel, on va l'augmenter petit à petit jusqu'à ce que la sortie soit à la limite de la stabilité, autrement dit des oscillations à amplitude constante. D'accord? Si les amplitudes diminuent, le système est stable. Si les amplitudes augmentent, le système est instable. Entre les deux, la limite, c'est des amplitudes constantes. Quand on est là, à la limite de la stabilité, on va relever la valeur de Kmax. Et on va relever la période des oscillations. À partir de ces deux paramètres, on peut tuner, c'est dimensionner les paramètres des correcteurs. Si c'est le PID, voilà les formules. Toujours en fonction que de ces deux paramètres. Si c'est le PI, c'est ça. Si c'est le proportionnel, c'est ça. Donc, soit on applique ça de manière expérimentale. J'ai le système devant moi. J'annule l'action intégrale et dérivée. Je laisse que le proportionnel. Je commence par une valeur faible et j'augmente progressivement jusqu'à ce que j'obtienne ce résultat sur un oscilloscope, par exemple. Ensuite, sur l'oscilloscope, je vais lire la période. Et sur mon régulateur, je vais lire la valeur finale, la valeur max que j'ai appliquée. Si je n'ai pas le système expérimental ou que je ne souhaite pas faire ce test, puisque c'est un test assez rude hein, pour le système, ça consiste à l'amener vers ses limites, je peux faire le même travail avec calcul. Et c'est ce qui est demandé dans cet examen. Premièrement, calculer la valeur limite Kmax du gain proportionnel qui va rendre le système juste oscillant. Juste oscillant, c'est-à-dire qu'on est à la limite de la stabilité. On a déjà parlé ici, on a déjà parlé de la stabilité, de la limite de la stabilité. À quel moment on est à la limite de la stabilité? Quand la marge de phase elle est nulle. Tout à fait. Quand la marge de phase est nulle. Autrement dit, quand la phase de votre système à la pulsation de coupure vaut moins pi. Donc vous voyez bien la différence entre l'exercice 1 et le 2. Il n'y a pas une grosse différence, mais par contre, on a pu réécrire le problème différemment.
Ici, on vous impose une marge de phase de 45. Vous faites votre calcul. Et là, par méthode de Ziegler-Nichols, c'est comme si on vous imposait une marge de phase de combien? De 0. De 0. Eh bien, on va refaire le même calcul, à peu près le même, hein, mais cette fois-ci, on imposera la marge de phase de 0. Allez, on va voir corriger de la première question. Voilà. Ici, j'ai noté, j'ai mis la notation ici, parce que je n'ai pas pu la mettre sur les équations. Donc, j'ai repris la FTBO. Système juste oscillant, on vient de le dire, on indique que juste oscillant, la limite de stabilité, marge de phase nulle. Ou bien la phase du système vaut moins pi. C'est la même chose. Qui peut me donner l'expression de la phase pour cette FTBO? C'est moins pi sur 2, moins 2 arctane de oméga sur 5. Tout à fait. Quand vous avez une fraction, c'est la phase du numérateur moins la phase du dénominateur. Je rappelle que si vous avez un complexe, la phase d'un complexe, c'est arctangente partie imaginaire sur partie réelle. Numérateur, il n'y a pas de partie imaginaire. Donc c'est arctangente de 1 sur 0. Autrement dit, 0. Pardon. Donc 0 moins. Au dénominateur, j'ai des produits. Quand j'ai des produits, la phase totale, c'est la somme des phases. Donc le moins, je le mets en facteur commun. Quelle est la phase de P? C'est arctangente oméga sur 0, parce qu'il n'y a pas de partie réelle. D'accord? Alors, est-ce que je me suis trompé tout à l'heure? C'est arctangente 0 sur 1. Partie imaginaire sur réelle. Au numérateur, c'est arctangente 0 sur 1. Donc, c'est 0. Au dénominateur, donc j'ai un moins. Quelle est la phase de P? C'est arctangente oméga sur 0. C'est infini. Et donc, c'est pi sur 2. Ensuite, là, j'ai 5 plus P fois la même chose, fois 5 plus P. Et donc, j'ai 2 fois la même phase, puisque les phases s'additionnent quand il s'agit d'un produit. Donc, le 2 de la puissance devient un fois 2 pour les phases. La phase de la parenthèse, c'est arctangente oméga sur 5. Imaginaire sur réel. Une fois que vous avez ça, vous mettez que la phase égale à 0, vous déterminez la pulsation de coupure. Quelle est la pulsation de coupure que vous avez trouvée? 5 radians par seconde. Quelqu'un d'autre pour confirmer? Oui. Pareil. Très bien. Donc la phase à la pulsation des oscillations, on a dit que c'était moins pi sur 2, moins 2 fois arctangente oméga sur 5. Il faut que cette phase soit égale à moins pi, parce que la marge de phase est nulle, parce qu'on est à la limite de la stabilité. Donc je résous assez facilement, je trouve une pulsation des oscillations égale à 5 radians par seconde. Là, vous avez 2 points. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non. Qui a trouvé cette réponse? Dites-moi oui. 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 Très bien. On continue. Calculer la valeur limite. On n'a pas encore fini la première question. Quelle est la valeur de Kmax? On a trouvé la pulsation des oscillations nécessaires pour le calcul de Kmax. Alors dites-moi comment trouve-t-on le Kmax? On sait que le module de Kmax fois le gain est égal à 1.
la même histoire. Le module de Kmax fois le module de G à cette pulsation vaut 1. C'est la définition même de la pulsation de coupure. Le module vaut 1 pour la pulsation de coupure. Alors, je n'oublie pas qu'il y a le Kmax. Hein. Donc, je vais prendre le module de ça, multiplié par Kmax, je vais le module, et à cette pulsation, le module vaut 1. Quelle est la valeur de Kmax que vous avez trouvée? 250. Les autres? Pareil. Même chose. Oui. Très bien. Donc, le module de Kmax fois G à la pulsation de coupure vaut 1. Donc, comment évaluer le module? C'est Kmax au numérateur. En bas, c'est racine carrée, partie réelle au carré plus imaginaire au carré. P n'a pas de partie réelle, donc c'est oméga au carré sous la racine, donc c'est oméga. Le module de 5 plus P au carré, c'est racine carrée au carré. Donc ce carré nous permet de nous débarrasser de la racine carrée. 5 au carré plus oméga carré. Je remplace oméga oscillation par 5. J'obtiens un Kmax à 250. Après, je vais appliquer la formule qui est là, de Ziegler-Nichols. Donnez-moi les valeurs de Kp, Ti, Td que vous avez trouvées. Kp, c'est égal à 150. Oui. Ti, j'ai trouvé 0,63 secondes. Oui. Et Td, j'ai trouvé 0,16 secondes. I, Td, c'est des fractions de T oscillation, sur 2 et sur 8. Là, il faut rajouter les secondes hein, sur Ti, Td. D'accord? Prenez note avant que j'avance. Alors, il faut absolument rappeler l'expression du correcteur. Ça, il faut le donner. Parce qu'à quoi correspond Kp, Ti, Td si vous ne donnez pas l'expression du correcteur? On ne le sait pas. Donc, le correcteur, c'est Kp, facteur commun de 1 plus l'action intégrale plus l'action dérivée. Alors, sur ça, vous avez... Ah oui, comment vous avez fait pour avoir T oscillation? Parce qu'on en avait besoin pour calculer les T. T oscillation, comment vous l'avez déterminé? La période des oscillations. Donc, on sait que T oscillation, c'est égal à 2pi sur oméga oscillation. Exact. Donc la formule T oscillation, c'est 2pi sur oméga oscillation. Donc c'est 1,256 secondes. Dites-moi si je ne me suis pas trompé sur le calcul. Là, vous avez la même chose? Oui. 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 Très bien. Oui. Alors, sur la notation, oméga C0, vous avez 2 points. Donc, vous vous donnez les notes par vous-même. Si vous avez oméga oscillation, vous avez 2 points. Si vous avez la période des oscillations, vous avez 1 point. Et si vous avez les gains du correcteur correct, chaque gain vous donne 1 point. Kp 1 point, Ti 1 point, Td 1 point, T oscillation 1 point et oméga oscillation 2 points. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? On a quasiment fini hein, l'exercice 2. C'est clair ou pas? Oui. Très bien. On continue.
Déterminer alors la période de la sinusoïde engendrée par ce réglage, c'est fait. Déterminer les paramètres du PID, c'est fait. Proposer, là, le numéro 4, pardon, proposer un schéma de réalisation du correcteur PID analogique. Alors, une fois qu'on a déterminé par calcul les gains du correcteur PID, on passe à la réalisation pratique de ce correcteur avec de l'électronique analogique, autrement dit avec des AOP, des résistances, des kappas et autres. Alors ça, on l'a vu dans le dernier TD, mais on va le revoir ensemble. Et vous avez aussi la notation qui est là. Donc il y a 4 points sur le schéma. Le comparateur, s'il est fait correctement, 1 point. Le proportionnel correctement, 1 point. L'intégrateur, 1 point. Et le dérivateur, 1 point. On va regarder ça ensemble. Donc ici, vous avez le comparateur. Alors l'entrée plus avec 2 résistances, une à la terre et puis l'autre à l'entrée de consigne. L'entrée moins, une contre-réaction négative avec 2 résistances, l'entrée S. Il ne faut absolument pas se tromper sur les entrées. La mesure au-dessus, l'erreur en dessous. Comme ça, vous allez fabriquer l'erreur. Si vous avez fait l'inverse, vous aurez moins l'erreur. Vous aurez l'inverse, moins l'erreur. Donc vous aurez un signe moins. Alors je rappelle qu'on essaie de fabriquer cette fonction Kp facteur commun de 1 plus 1 sur TIP plus TDP. Donc on va commencer par le 1 qui est là. À partir de là, une fois que le comparateur est fait, tous les AOP auront une connexion du plus vers la terre. Ici, sur la contre-réaction négative, on a mis 2 fois la même résistance, de manière à ce que le rapport sortie sur entrée va me donner moins R sur R fois l'entrée. Là, à ce niveau-là, je vais avoir moins R sur R fois l'entrée, fois l'epsilon. Donc R sur R se simplifie, je vais avoir le moins epsilon. D'accord? Ensuite, j'avais dit que, mis à part le comparateur, tous les autres AOP auront une entrée plus vers la Terre, vers la masse. Donc, contre-réaction négative, si ça se coupe, vous me dites, m'arrêtez. Contre-réaction négative, je vais mettre 2 fois la même résistance. L'expression de la sortie, c'est moins R sur R fois l'entrée. Donc R sur R, ça fait 1. Donc je vais avoir moins epsilon. Donc cette AOP m'a permis d'inverser le signe de l'entrée. Moins epsilon. Pour avoir le 1 qui est là. En réalité, j'ai un moins 1, mais le signe va s'inverser à la fin. Ensuite, je passe à l'intégrateur. Pareil, l'intégrateur, l'entrée plus à la masse. L'entrée moins, je mets un condensateur en sortie et une résistance en entrée. Ici, vous pouvez prendre la même résistance, pas la peine de changer. Quelle est l'expression de la sortie ici? C'est moins l'impédance de sortie sur l'impédance d'entrée fois l'entrée. L'impédance de sortie, c'est 1 sur Cp. 1 sur Cp. Divisé par R. L'impédance de R, c'est R. Donc j'aurai moins 1 sur RCP fois le signal d'entrée. Donc normalement, j'ai un P au dénominateur ici. Et nous, on sait que si vous avez 1 sur P, c'est une action intégrale. Donc le 1 sur P fois l'erreur, fois l'entrée,
c'est l'équivalent à avoir l'intégrale de l'entrée. D'accord? Donc là, j'ai fabriqué le 1 sur TI fois P. TI, c'est le produit de R fois C. D'accord? Multiplié par l'entrée qui est l'erreur. Sauf que je vais avoir un moins. Ensuite, je passe à l'action dérivée. Pour l'action dérivée, j'inverse la position des résistances condensateurs. Donc, comme c'est la contre-réaction négative, c'est toujours un moins. Impédance de sortie sur impédance d'entrée. Impédance de sortie, c'est RD. Impédance d'entrée, c'est 1 sur CD fois P. Donc, il y a une double division. Il va y avoir RD moins RD sur 1 sur C fois P. Et du coup, je vais avoir moins RDCD fois P, fois le signe d'entrée. Comme le 1 sur P, c'est un intégrateur, le P est un dérivateur. Quand vous avez P fois epsilon, c'est comme si vous avez la dérivée de epsilon par le temps. Donc là, j'ai fabriqué avec un signe moins le dérivateur qui est là. J'ai obtenu moins TD fois P. TD, c'est le produit de RD fois CD. Ensuite, comment additionner le tout, multiplier par KP et inverser le signe? C'est ce que vous avez sur le dernier AOP. Donc toujours entrée plus à la masse. Et si je vais mettre une résistance RP, je connecte la résistance R sur chacune des trois actions. D'accord? Le point qui regroupe les trois actions qui va permettre de faire des additions. Et là, pour U, je vais avoir moins impédance de sortie sur impédance d'entrée fois le signe d'entrée. Donc, moins RP sur R, et j'ouvre la parenthèse, fois moins epsilon. Donc, moins avec moins, ça disparaît. Je vais avoir moins RP sur R fois epsilon. Ensuite, je vais avoir moins RP sur R fois moins 1 sur RCP au dénominateur fois epsilon. Là aussi, moins avec le moins, ça se simplifie. Donc, je vais avoir ça qui va s'additionner avec ça. Et la même chose pour le dérivateur. Si je sors l'epsilon facteur commun, je vais avoir l'expression qui est là. Donc, si vous avez fait le schéma correctement, vous avez un point sur le comparateur et 3 points pour chaque action ici, y compris avec le dernier AOP. Il reste un dernier point pour le calcul des résistances et condensateurs pour nous donner une proposition. Donc là, j'ai réécrit l'expression qui est là. Vous n'étiez pas obligé de le faire, mais je l'ai réécrit. Pardon. Alors à la fin, même si je ne l'ai pas mis en question, bah, quand on arrive à tracer le schéma, il faut toujours faire des propositions de valeurs de résistance et de kappa. Donc moi, je laisse un point sur cet effort. Ceux qui ont fait l'effort de le faire, ils peuvent avoir la note complète grâce au dernier point. Donc si on prend une résistance de 1 kΩ, ça c'est une proposition. Je vous avais dit la dernière fois qu'on prenait n'importe quelle valeur de R, mais une valeur relativement élevée, à partir de 1 kΩ. Hein, pour ne pas avoir des perturbations sur l'impédance d'entrée des AOP. Donc 1 kΩ, pas trop élevé aussi, parce que l'impédance d'entrée de l'AOP c'est infini. Impédance de sortie c'est nul. Donc si l'impédance ici est également trop élevée, on va venir perturber le fonctionnement. 1 kΩ, ça fait bien l'affaire. Une fois que vous avez réglé le 1 kΩ, là vous n'étiez pas obligé de changer les résistances. Vous auriez pu me laisser les mêmes résistances, mais vous devez calculer les valeurs de CI et CD correspondantes. D'accord? Le TI vaut 0,157.
par calcul. Si RD vaut 1 kg, vous déterminez la valeur de CD. Si RI vaut 1 kg, vous déterminez la valeur de CI. Donc ceux qui ont fait l'effort de me proposer des valeurs pour la résistance condensateur, dérivateur, condensateur, intégrateur, ils ont le dernier point qui finalise la note à 20. Est-ce que vous avez des questions? Non. Très bien. Comment vous paraît l'examen? Forcément pas maintenant qu'on a fait la correction, mais à la fin de la durée de votre épreuve, et forcément maintenant que vous avez le corrigé, comment vous paraît l'examen? Accessible, trop difficile? C'était accessible. Accessible. Alors maintenant, vous allez additionner et vous allez me dire chacun, de manière anonyme, la note que vous auriez eue à cet examen. Faites la somme. Deuxième exercice sur 11, le premier sur 9. Commencez à me donner des valeurs comme ça, de manière anonyme, pour que je situe un petit peu la moyenne. 15. Très bien. 16. 15. 16. 12. Ok. 11, 11, 17, 13, 14, 13, 14. 9, Ok. C'est bon, vous avez tous répondu? Je pense qu'on est à une moyenne entre 12 et 13. À peu près une moyenne à 12 et 13, voire un peu plus. Qui me paraît une bonne moyenne, vu les conditions de confinement et autres. Donc j'estime que vous avez correctement appris l'asservissement, enfin en tout cas les bases de l'asservissement. Que là, notre module, c'est l'initiation à l'asservissement. Et la finalité pour moi, c'est de savoir déterminer les correcteurs d'un P, PI, PID et de savoir l'implémenter en pratique. Donc là, si vous savez faire ça, vous êtes en mesure de faire n'importe quel type d'asservissement linéaire. Tout ce qu'on a vu dans ce module, c'est l'automatique linéaire. L'automatique non linéaire sera vu dans un autre module en pôle énergie. Très bien, je vous remercie à tous. Je vous dis bonne chance pour vos examens et à une prochaine occasion. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Prenez soin de vous.